D'abord, je me présente comme étant un binational, d'un côté belge, et j'ai vécu une bonne trentaine d'années en Belgique, puis ensuite j'ai rejoint la patrie de ma maman, la Suisse. J'ai fait mes études en Belgique, études primaires, secondaires, classiques, puis la haute école commerciale, la HEC. J'ai travaillé dans le domaine du management dans le privé. Puis ensuite, je me suis réorienté dans le domaine des organisations non gouvernementales et parapubliques. J'ai d'abord travaillé, et c'est comme cela que je suis arrivé en Suisse, à la Croix-Rouge. Puis ensuite, j'ai été appelé à travailler auprès d'une fondation au sein du collège de direction, la FAREAS, Fondation pour l'accueil des requérants d'asile, et j'ai fini par atterrir à la FASL. Alors on veut bien me prêter quelques qualités comme manager, dont celle de l'implication, dont celle de la pacification, et donc de l'écoute, mais aussi celle, et ça me plaît bien, et j'y tiens à cette image, celle de l'humanisme. Cela dit, je ne vais pas faire ici étalage de mes défauts, mais ils sont innombrables. La première fois que j'ai approché l'animation socioculturelle, j'ai envie de dire, donc j'ai goûté à l'écume de l'animation socioculturelle, c'était lorsque j'étais au collège de direction de la FAREAS, Fondation pour l'accueil des requérants d'asile en territoire vaudois. Alors je pense à un centre, centre d'hébergement de Crissier, qui accueillait plus de 250 requérants d'asile, donc de tous horizons différents. Et dans ce centre, il s'est avéré qu'à un certain moment, il y avait de très fortes tensions. Des tensions d'abord interpersonnelles, qui se sont vite ensuite transformées en tensions interethniques, les gens prenant inévitablement parti pour les personnes de leur nationalité. J'avais demandé aux assistants sociaux, car des assistants sociaux travaillent dans les centres mêmes, de quitter leur bureau pour aller dans les étages, à la rencontre des requérants d'asile, ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait. J'ai dès lors pris la décision d'engager 2 animateurs socioculturels en surnuméraire, ce qui m'a immédiatement été reproché, du reste, par les assistants sociaux, et cela pour démontrer quelquefois la vision que peuvent avoir même des sociaux de l'animation, me disant « mais on va quand même pas leur faire du macramé ». J'ai quand même été jusqu'au bout de ma décision, en faisant de cette décision quelque part un projet pilote, et j'ai engagé 2 animateurs que j'ai rencontrés. Je leur ai expliqué ce qui se passait au centre d'hébergement de Crissier. J'ai posé le diagnostic, et je leur ai dit « allez vous immerger ». Et revenez vers moi dans 15 jours avec un plan d'action. Ils m'ont proposé de travailler d'abord avec les enfants qui étaient hébergés dans ce centre. Ces enfants qui ne se parlaient plus, puisque leurs parents ne se parlaient plus. Et ils ont mis en place, avec les enfants, des actions d'animation. Et ces enfants ont appris à se rencontrer, à se connaître, à se parler, à travers ces animations, à créer de la cohésion entre eux, à créer aussi du bonheur entre eux. Et à partir de là, que s'est-il passé ? Les parents, voyant leurs enfants jouer avec les enfants d'autres parents avec lesquels ils étaient en brouille, se sont mis à parler entre eux, et de la cohésion s'est installée progressivement. Et les parents ont souhaité aussi participer aux animations. 1 mois et demi après l'arrivée des animateurs socioculturels, de ces 2 animateurs socioculturels, les tensions avaient baissé. Et au bout de 2 mois et demi, de la cohésion s'était installée au sein de ce centre d'hébergement qui allait, si on n'avait rien fait, probablement imploser. Et chose aussi très importante, c'est que comme ces animateurs, contrairement aux assistants sociaux qui restaient dans leur bureau, étaient auprès des populations en première ligne, certains ont d'ailleurs dit que les animateurs socioculturels étaient un peu les ambulanciers du social, eh bien, étant
En première ligne, ils ont pu observer des situations sociales fortement dégradées. Et c'est là que je me suis dit, mais quel merveilleux métier, quel métier à haute valeur ajoutée sociale. Et j'ai eu la chance, en 2005, de postuler à la fonction de directeur de la FASL, mon prédécesseur prenant sa retraite. Et non seulement j'ai postulé, mais j'ai eu l'honneur d'être choisi. Alors comme tu le dis, effectivement, c'est un métier en mouvement. Après tout, animation vient de anima, du latin anima, mettre en mouvement, créer de la vie, tout un programme. J'ai envie de dire que c'est peut-être, moi qui roulais ma bosse ailleurs aussi, le métier le plus complexe à définir tant il est protéiforme, tant ses activités sont plurielles. Je pense par exemple à l'éducation populaire, je pense aux sciences de la psychologie, de l'éducation, de la pédagogie, je pense aux enjeux environnementaux, je pense à l'économie sociale et solidaire, je pense également à la culture, bien évidemment, mais aussi à ce qu'on appelle la santé communautaire, à la cohésion sociale, et j'en oublie bien d'autres. Donc, des animateurs et des animatrices socioculturelles qui, au-delà de leurs compétences métiers et de leurs compétences sociales, avaient l'esprit aventurier et pionnier. C'était, plutôt que de dire à quoi bon, mais pourquoi pas y allons-y. Ils ont également cet esprit du large. On ose s'embarquer, toute voile dehors, et partir pour ensuite débarquer sur une terre inconnue, où nous supprimons leur indépendance, nous supprimons leur créativité, ce côté porteur de projet, ce côté aventurier, pionnier dont je parlais tout à l'heure, c'est foutu. Il n'y a plus d'animation socioculturelle. Donc il faut accepter de travailler avec des personnes, certes, revendicatrices, rebelles, mais ça fait partie de l'ADN de l'animation socioculturelle, pour autant que cette rébellion serve le quartier, les habitants, et pas leur propre intérêt. Il ne faut pas oublier que l'animation socioculturelle, elle est née de lutte de classe. Faut-il rappeler que c'est la conquête du temps libre. C'est 1936, c'est le Front populaire, avec Léon Blum qui arrive au pouvoir et qui instaure les premiers congés payés. Et qui, en même temps, crée un sous-secrétariat d'État au loisir avec Léo Lagrange à sa tête. Comment va-t-on investir le temps libre? Permettre finalement aux populations défavorisées de pouvoir accéder aussi à une éducation populaire. L'animation socioculturelle, à travers ces différentes actions transversales, se pose sur 3 piliers. Le champ social, le champ culturel, le champ politique. Alors je dirais que dans le champ social, l'animation socioculturelle vise à ce que chacun puisse accéder à ses droits fondamentaux et à l'intégration sociale. Mais aussi, elle vise par ses différentes activités à construire, à créer de la solidarité et à lutter contre toute forme d'inégalité. Sur le plan culturel, je dirais que l'animation socioculturelle vise à mettre en lumière les cultures, mais aussi la multiplicité des talents. Il me vient d'ailleurs à l'esprit une formule de Malraux qui disait « mais finalement nous sommes tous producteurs de culture ». L'animation, c'est aussi ça. Au niveau de la culture, c'est aussi permettre à tout un chacun d'accéder à la culture avec un grand C, aux différentes formes d'art, qu'elles soient classiques ou qu'elles soient émergentes. La culture, au sens de l'animation socioculturelle, est avant tout une force émancipatrice. Elle doit viser à ce que chacun puisse développer une éducation critique, une vision critique
de la société et des rapports de force qu'il y a au sein de la société. Et j'en viens justement à l'autre champ, puisque je disais qu'il y avait 3 champs, c'est le champ politique. L'animation socioculturelle, qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, elle incite les habitants d'être les acteurs, de leur quartier, de leur cité. Donc, à côté des dispositifs traditionnels, l'animation socioculturelle vise à développer ce qu'on appelle la démocratie participative. Et donc, dès lors que l'on considère l'habitant comme un acteur citoyen, cela postule que l'animation socioculturelle va les accompagner dans leurs initiatives citoyennes pour améliorer leur cadre de vie, pour créer du vivre ensemble, mais aussi pour se faire entendre auprès du politique sur des initiatives qui iraient à l'encontre du cadre de vie dans lequel ils, eux, vivent au quotidien. Et pour moi, je dirais que la plus belle façon de comprendre le travail, parce que moi je vais être modeste par rapport à eux, je veux dire que, certes, je suis peut-être le directeur de la FASL, mais sans le terrain, je ne suis rien, c'est eux qui font le travail. Et donc, ma plus belle récompense, je dirais, c'est quand je vais sur le terrain que je vois ce qui s'y réalise. Être un animateur socioculturel, c'est aussi oser penser l'inexistant possible et le réaliser. C'est un peu la définition d'un projet. Et des projets, il y en a une multiplicité. C'est juste impressionnant et ça aussi, c'est un cadeau qui m'a été fait en dirigeant cette fondation de voir se réaliser tant de projets. Je vais prendre un exemple. La ville lance, il y a 4 ans, une campagne d'éducation autour de l'altérité. Selon la formule célèbre, loin de m'amenuiser, ta différence m'enrichit. Donc c'était une campagne intitulée « Moi et les autres ». Je faisais partie du reste du comité du pilotage de cette campagne en tant que directeur de la FASL. Et sur 54 projets qui ont été développés dans le cadre de cette campagne, 21 projets novateurs ont été réalisés par la FASL et plus particulièrement par le terrain. Un deuxième projet dont j'ai envie de parler, c'est celui de la démarche participative qui a été mise en place par les habitants et pour les habitants dans le cadre de la requalification d'une maison de maître en maison de quartier. Il y a de cela 7 ans, Oscar Tosato, municipal, est allé à la rencontre du comité d'association du centre socioculturel de Boisy pour leur expliquer que ce centre allait disparaître au profit d'une maison de quartier. Et cette maison de quartier, c'était la maison du désert. Le comité, il a dit, ainsi que les animateurs, banco, on est partant, mais à une condition. En fait, ils avaient un mot d'ordre, on ne veut pas de maison de quartier clé en main. Dès le départ, nous souhaitons participer à son édification. Ça n'a pas tout de suite plu aux politiques, qui se sont quelque peu dépossédés, puisqu'il a une légitimité, celui de l'élection, mais les habitants ont affirmé qu'eux aussi, avec leur légitimité, celle d'habitants d'un quartier. Après un certain nombre de réunions, nous nous sommes mis d'accord avec le politique sur, je dirais, les prérogatives de chacun, qui pouvait décider, mais on a bien dit que si l'on voulait mettre en place une démarche participative digne de ce nom, il fallait que les habitants puissent aussi avoir une part dans la décision. Sinon, ce n'est plus que de la consultation. Donc, on a défini les périmètres décisionnels. Et à partir de là, c'était une démarche qui a mobilisé
nombre d'habitants. Il y a eu 7 forums. Je me souviens, lors du premier forum, on n'attendait pas tant de personnes. Il y a eu plus de 200 habitants qui sont venus. Alors qu'on ne parlait que d'un concept, que la maison n'existait pas. Donc 7 forums qui, eux, avaient lieu une fois par an pour faire le point de situation avec les habitants. Et de ces forums est né également 17 ateliers participatifs. C'était des ateliers qui étaient quelquefois très concrets, ou souvent très concrets. Donc c'était des habitants qui décidaient entre eux du type de cuisine qu'il fallait avoir, du type d'équipement en cuisine qu'il fallait avoir. C'était aussi un atelier qui s'est occupé de vider la maison. Il faut savoir qu'auparavant, des squatters s'y trouvaient. Comme ils se sont également occupés de l'emménagement, il y avait des ateliers qui étaient plus dans la conception. Quelle gouvernance on veut pour cette future maison de quartier. Et puis, il y a eu aussi, et ça c'était la cerise sur le gâteau, un atelier qui s'est occupé de la fête d'inauguration, qui était un magnifique spectacle dont l'acteur principal, ou l'actrice principale, devrais-je dire, était la maison elle-même. Voilà une démarche comme on peut en rêver, et à mon avis, elle a bien fonctionné pour plusieurs raisons. J'en citerai essentiellement 2. D'abord, elle était bottom-up, comme l'on dit dans ces anglicismes que je déteste, c'est-à-dire qu'elle venait des habitants, du bas, c'est eux qui effectivement l'ont demandé, l'ont exigé et l'ont conduite. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a laissé du temps au temps. Quand on se précipite dans une démarche et qu'on ne fait que consulter, généralement ça fait flop. La FASL se conjugue avec le milieu associatif et doit également tenir compte du financeur qui est la ville de Lausanne. Donc le rôle du directeur, c'est de trouver le bon équilibre entre, d'une part, une ville qui pose un certain nombre d'exigences, entre un milieu associatif avec lequel on passe des conventions de partenariat, mais aussi avec les animateurs, quand bien même ils font partie de la FASL, qui, comme ça a été dit tout à l'heure, revendiquent leur indépendance. Alors, ce n'est pas chose simple. Il faudra un jour que la ville comprenne, et j'espère qu'elle le comprendra, que si elle veut une animation socioculturelle digne de ce nom, qui a ses titres de noblesse, en d'autres termes, il faut qu'elle puisse accepter que les animateurs socioculturels accompagnent des mouvements de revendication des habitants qui vont peut-être à l'encontre de décisions de la municipalité, mais notre rôle, c'est aussi celui de la subversion. Pas la subversion pour la subversion pour accompagner des habitants qui peuvent s'opposer à un projet municipal qui pourrait abîmer leur quartier ou abîmer leur ville, ou abîmer leur vie. Et dans les associations et leurs comités, on y trouve généralement des personnes désireuses de s'investir pour le bien commun de leur quartier, pour l'intérêt général de leur quartier, et pas pour leur propre intérêt. Donc, il est important que les animateurs socioculturels soient réellement à l'écoute de ces comités d'association, qui vont relayer les besoins du quartier, mais aussi, parce qu'on parle souvent de besoins, mais aussi des envies de projets, des envies d'activités dans le quartier, qui posent, selon un terme que je n'aime pas, mais qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, un diagnostic de quartier. J'aime pas ce terme parce que, bon, j'ai toujours l'impression de voir une table d'opération avec un quartier qu'on dissèque. Mais bon, on peut poser un diagnostic de quartier et à partir de là, qui vont, avec les animateurs socioculturels, définir quel projet d'animation, projet que l'on qualifie un peu pompeusement institutionnel, va-t-on définir pour le centre ou la maison de quartier. Il y a des associations qui qui jouent pleinement leur rôle. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué, où ils travaillent plus sur le fonctionnement que sur le projet d'animation, le fonctionnement du centre.
Il y en a d'autres qui sont, mais ça fait partie de la vie du milieu associatif, qui effectivement sont en perdition. C'est aux animateurs effectivement aussi à soutenir ce milieu associatif et à travailler avec ce milieu associatif pour autant que ce milieu associatif effectivement vise le bien commun. Et puis le directeur dans tout cela, eh bien, il doit trouver les bons équilibres, il doit valoriser l'animation socioculturelle dans tout ce qu'elle a effectivement, tout ce qu'elle apporte de valeur ajoutée socialement et culturellement. Il doit défendre ce qui fait les fondamentaux de l'animation socioculturelle, ce dont je parlais tout à l'heure. On travaille sur le champ social, sur le champ culturel, sur le champ politique. Et puis, il doit aussi veiller à ce que les associations trouvent pleinement leur place et jouent pleinement leur rôle avec les animateurs socioculturels. Alors cet entretien, il a lieu le 15 mars 2018. Pour moi, c'est quand même un moment un peu d'émotion puisque le 31 mars sera mon dernier jour à la FASL que je vais quitter pour prendre ma retraite. Ça a été ma plus longue expérience professionnelle, 13 ans. Généralement, j'avais un cycle qui était de 7 années. Après 7 ans, généralement, je réorientais ma carrière, j'allais voir ailleurs. Eh bien non, là, je suis resté jusqu'au bout. D'abord parce que c'est probablement l'expérience professionnelle la plus intéressante, la plus passionnante qu'il m'ait été donné de faire. Mais aussi, il faut le dire, la plus envahissante, la plus prégnante. Pour ma part, je m'en vais enrichi de très belles rencontres, que ce soit de collaborateurs et des collaboratrices, mais aussi des membres du milieu associatif, des habitants et des habitantes des quartiers. Je pars enrichi de magnifiques projets qui se sont réalisés, de la découverte, comme je le disais, d'un métier qui puise au fond de l'être, qui va au cœur des quartiers et des habitants, d'un métier où les professionnels démontrent une immense générosité tant dans leur manière de travailler avec les habitants que du temps qu'ils veulent bien donner pour leur travail. Je n'ai jamais vu ça. Je suis un patron qui doit quelquefois demander aux collaborateurs de lever le pied. C'est amusant. Généralement, on leur demande « Non, écoutez, accrochez-vous, mobilisez-vous. » Non, là, ils en font plus qu'ils ne le doivent et ça démontre que c'est un métier passion. Donc, je pars très enrichi, sereinement, mais avec une crainte, c'est que aujourd'hui, le politique demande de plus en plus des résultats immédiats et l'on ne peut pas demander à l'animation socioculturelle l'immédiateté. Ce qui fait la force de ce travail, sa profondeur, c'est justement ce travail de fourmi, ce travail de l'ombre. Tout à l'heure, je parlais de cette fameuse démarche participative qui a eu lieu dans le cadre de l'édification de la maison de quartier du désert, mais le politique n'en a vu que l'écume, c'est-à-dire ces forums, c'est-à-dire ces ateliers participatifs, mais derrière, il y a tout un travail de fond qui a été fait par les animateurs, qui, lui, n'est pas visible et difficilement évaluable. Comment, d'ailleurs, peut-on évaluer un métier dont nombre d'activités relèvent de l'indicible? J'ai envie de dire cette citation d'un poète portugais, Pessoa, qui disait « J'ai en moi tous les rêves du monde ». Eh bien, j'ai envie de dire que cette citation pourrait se prêter fort bien à l'animation socioculturelle. J'ai en moi tous les rêves du monde. Alors moi, si je peux partir avec un petit peu de ce rêve, je vais avoir une retraite merveilleuse. Si je peux me souvenir que pour être un bon animateur, il faut être, comme je le disais, avoir cet esprit aventurier, avoir cet esprit curieux, avoir cet esprit du large,
de conquête, si je peux garder un petit morceau de cela, eh bien je serai un retraité heureux.